Bonsoir à tous. La mobilisation sur les marches de l'opposition politique et d'une partie de la société civile congolaise, ainsi que l'annonce en juillet prochain du début de la révision du fichier électoral, sont au cœur des débats entre journalistes. Et ces journalistes sont Joël Kadé-Danga, éditeur de l'hebdomadaire Impact News, paraissant à Kinshasa. Joël Kadé, bonsoir. Bonsoir, chers confrères. Jean-Pierre Kayembe, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir, RTGA, un média émettant à Kinshasa. Jean-Pierre, bonsoir. Et Solange Louchikou-Simire, éditrice du journal Le Souverain, paraissant à Bukavu, et elle est aussi deuxième vice-présidente de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo. Solange, bonsoir. Bonsoir, chers confrères. Et nous commenterons aussi avec vous, messieurs et dames, quelques autres sujets qui ont fait l'actualité tout au long de cette semaine. On me signale que Jean-Pierre sera de nôtre dans quelques instants. Et pour ouvrir les débats, on va lire la presse avec vous, Alain Irung, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la marche de l'opposition de ce jeudi 26 mai 2016. Le Phare parle d'un franc succès pour l'opposition. Marche du 26 mai 2016, écrit le journal de l'avenue Lukusa, le gouverneur avait imposé où il rit, la foule contourne Kimbuta et se déverse sur 24 novembre. Le journal dit constater même qu'il y a presque eu ville morte alors que les organisateurs de la marche d'hier jeudi 26 mai 2016 n'avaient pas appelé à une ville morte à Kinshasa. La capitale a curieusement pris le visage d'une ville fantôme. Le palmarès affiche à sa une, alors qu'elle était voulue pacifique, marche d'hier, 35 policiers grièvement blessés, et le confrère de poursuivre que de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés, des véhicules de la police, des caméras de surveillance publique cassées. L'opposition frappe encore malgré la répression selon la tempête des tropiques. Impressionnante capacité de mobilisation au point de confondre la manifestation à une ville morte à Kinshasa et dans certaines villes. F. Bazaïba grièvement blessé, des journalistes bombardés de gaz lacrymogène, s'alarme le journal. Pour Forum des As, la procession d'hier n'a pas drainé les masses. Kinshasa, des milliers à la place des millions dans les rues. La marche de l'opposition dispersée hier à Kinshasa suite à la controverse sur l'itinéraire. L'avenir pour sa part parle d'un grand fiasco pendant que le potentiel signe en manchette. Marche du 26 mai, Paris gagné pour l'opposition. Parlons à présent de la révision et de la publication du calendrier électoral. L'avenir signale que la CENI attend des options à lever par le dialogue. À en croire Corneille Nangaa, président de la CENI, qui s'exprimait lors de la réunion du comité de partenariat du projet d'appui au cycle électoral, la publication du calendrier est tributaire de trois facteurs. Il dépend des indicateurs clairs de l'appui logistique, des indications claires sur le financement, aussi bien du gouvernement que des partenaires, et le consensus ou des options politiques claires qui doivent être levées par le dialogue. Sur le même sujet, la référence plus s'étale sur l'échange que le président de la CENI a eu avec le gouverneur de la province du Mai-Ndombe. Parmi les autres sujets d'actualité, la référence plus indique que Raymond Tshibanda a représenté Joseph Kabila au sommet mondial sur l'action humanitaire à Istanbul. L'observateur rappelle qu'après son retrait de la morgue de Ngaliema, la dépouille de Maître Toro sera exposée au Palais du Peuple. Merci beaucoup Alain Irung. Les autres actualités de la semaine, il y a cette situation de la BIAC. L'Assemblée nationale a recommandé au gouvernement de rembourser 30 millions de dollars américains à cette banque privée, un prêt pour lequel il s'était porté garant. Il faut dire que la BIAC, l'une des banques les mieux implantées en RDC, connaît des difficultés de trésorerie depuis quelques mois. Alors Joël Kadé-Danga, comment vous avez accueilli cette recommandation de l'Assemblée nationale ? Une recommandation sans force d'exécution dans la mesure où l'Assemblée nationale sait où est-ce qu'est parti cet argent, parce que l'argent qui avait été emprunté par le gouvernement, c'était pour la fibre optique, dont le rapport qui a été fait à cette même Assemblée nationale a révélé les détournements par des ministres et des fanfarons qui sont encore au gouvernement, qui y ont des responsabilités, qui n'ont jamais été poursuivis. C'est l'établissement, la consécration de la politique d'impunité vis-à-vis des Matata, qui croient tout faire, à qui tout lui revient, et qui a tout déstabilisé en déstabilisant même le système bancaire congolais. Je crois que l'Assemblée nationale serait bien vite partie au-delà en interpellant tous ceux qui sont responsables dans les détournements de cet argent qui a été emprunté à la BIAC, qui a déstabilisé la BIAC
pour enrichir certains individus alors que la fibre optique nous pose problème aujourd'hui. Merci beaucoup. On me signale que ce n'est pas Jean-Pierre Kaïmé qui est en ligne, c'est bien José Boto, journaliste indépendant. José, bonsoir. Est-ce que la recommandation de l'Assemblée nationale en rapport avec la situation que connaît la BIAC aujourd'hui peut relever finalement cette banque? Vous savez, mon frère, le problème de la BIAC, c'est un problème de confiance entre la clientèle et sa banque. L'Assemblée nationale peut faire toutes les recommandations qu'elle veut, mais aussi longtemps que le capital confiance, le crédit confiance, il sera plus là, c'est pas évident que les choses reprennent. La BIAC peut avoir autant d'argent, elle peut dire que non, mon capital a été renfloué, c'est bien et tout, mais aussi longtemps que la clientèle n'aura pas confiance en elle, c'est compliqué en fait. Merci beaucoup. Alors Solange, vous êtes à Bukavu. On sait aussi que les clients de la BIAC, cette banque privée, passent parfois des journées entières devant les guichets pour retirer leur argent, mais sans succès. Est-ce que c'est le même cas qui se vit aussi à Bukavu? Oui, c'est le même cas en fait à Bukavu. Tous ces gens-là et institutions qui ont leur compte à la BIAC souffrent actuellement. Mais je ne pense pas que ce soit un problème de confiance entre les clients et la BIAC. Je pense qu'il est beaucoup plus question de remettre la BIAC dans ses droits. Parce que je ne pense pas que certaines personnes avancent comme quoi il faut un changement à la tête de l'institution. Je ne pense pas que cela soit une solution. D'accord, merci. Et l'autre actualité de la semaine, c'est l'assassinat d'un jeune Congolais de 29 ans qui vivait en Inde. Olivier Kitanda, c'est son nom, professeur congolais de sa fonction, a été tué vendredi 20 mai à coups de pierre et de briques par 3 hommes à New Delhi, selon la police indienne. Il y a eu quelques représailles de la part de Kinois ici à Kinshasa, et c'est dans ce contexte que le gouvernement de la RDC a appelé mardi la population au calme, après des actes de représailles sur des Indiens vivant à Kinshasa suite au meurtre du jeune professeur congolais à New Delhi. Joël Cadet, dites-nous comment vous avez analysé cette situation de ce jeune qui a été tué et la réaction du gouvernement. Mon frère, si le gouvernement est incapable d'assurer la sécurité des personnes et leurs biens, ici sur place, à Beni notamment, où les gens sont en train d'être tués, pas même avec une balle au bout de 30 secondes, vous êtes mort, mais dans une atrocité où d'abord on vous ligote, on vous donne les coups de machette, on vous morcelle après avoir pratiquement violé vos filles, votre femme. Donc si un gouvernement est incapable d'assurer la sécurité comme sur son propre territoire, à combien plus forte raison ceux qui sont en Inde, ceux qui sont au-delà. Donc c'est là où je dis qu'aujourd'hui là, les Congolais se sentent les plus orphelins. Vous voulez dire que c'est une erreur de la part du gouvernement congolais d'appeler la population quinoise au calme après cette situation? Non, d'abord l'acte qui a été perpétré. Quelle est la réaction du gouvernement proportionnellement à ce qui a été fait en Inde? Il avait fallu que l'ambassadeur de l'Inde soit convoqué ici. Ce n'est pas la première fois qu'un Congolais vient d'être tué en Inde, c'est la deuxième, la troisième fois. Et face à tous ces actes ici, vous verrez le gouvernement du monde, lorsque un fœtus de ce gouvernement est tué, vous allez voir comment le président est debout, comment le premier ministre est debout, comment les ministres en charge des affaires étrangères, en charge de l'intérieur sont debout. Mais chez nous, c'est comme si il n'y a rien. Les gens peuvent mourir à Butembo, ils peuvent mourir à Beni, ils peuvent mourir en Inde. Il y a eu un étudiant qui a été tué en Tunisie. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un rapport. Donc c'est justement pour vous dire, face à une situation où chacun se sent abandonné, je crois qu'il n'y a que Dieu qui peut nous venir au secours. D'accord. Alors, Solange, vous êtes d'accord aussi avec Joël qui décrit l'inaction du gouvernement congolais? Pour une fois, je félicite ce gouvernement, tout en disant quand même que c'est encore de l'émotion lorsqu'un Congolais est lynché comme cela dans un pays étranger où il est parti chercher la survie, et surtout un pays comme l'Inde qui est compté aujourd'hui parmi les pays émergents. Mais ce que je salue, je voudrais l'accompagner quand même par un constat. Je constate que pour une fois, le Congo s'est mobilisé pour notre frère qui a été tué en Inde. Et j'aimerais que cela soit le même cas, la même situation, la même attitude vis-à-vis des 1116 personnes tuées à Beni et à Lubero. Qu'un Congolais soit tué à Beni, à Boende, à Dilolo, à Tchela, que ce soit à Bafouachende, à Kanyola, ici au Sud Kivu, Kalehe, ou même Mutaroule. Si même je peux parler de Moba, Kaleni, Boende, Moanda, pourquoi ne pas se mobiliser comme
on l'a fait cette fois-ci pour ce Congolais-là qui est en Inde. Et du coup, je me demande, est-ce que ce n'est pas un peu de mascarade sur le visage pour montrer qu'on a un visage propre? Parce que ça ne s'explique pas qu'on se mobilise pour un Congolais tué en Inde et qu'on ferme les yeux devant 1116 Congolais tués à Beni et à Lubero. Parce que toute vie humaine est sacrée. D'accord. Alors, José, vous pensez aussi que le gouvernement a bien réagi par rapport à cette situation de ce jeune Congolais qui a été tué en Inde? Bon, vous savez, mon frère, les relations entre États, c'est empreint de beaucoup d'exigences, c'est empreint de beaucoup d'exigences. Moi, je pense que le gouvernement a agi comme il devait agir, même si, comme l'a dit mon frère qui est là-bas sur le plateau, qu'il fallait qu'on convoque l'ambassadeur. J'ai moi-même suivi la réaction du gouvernement indien par rapport à ces dossiers-là. Et le gouvernement indien regrette l'incident. Le gouvernement indien lui-même a regretté cet incident-là. Et les enquêtes qui ont été menées au niveau de l'Inde là-bas, ils disent que c'est pas une bavure à caractère xénophobe ou raciste. C'est peut-être un accident qui est arrivé. Et le gouvernement ici a réagi sûrement par rapport à la réaction du gouvernement indien. Alors pour ce qui est de la réaction du Chinois par exemple, je trouve ça normal parce qu'on a des Indiens ici. Et puis ces Indiens, on voit la façon dont ils se comportent ici. Donc les gens cherchent toujours des petites occasions pour qu'ils puissent leur régler aussi leur compte, en fait. Donc je trouve que le gouvernement a été responsable. En prenant un peu de recul par rapport à la réaction, le gouvernement ne peut pas réagir de façon épidermique comme les Congolais lambda. Merci beaucoup. Et tout de suite, nous allons commencer notre premier dossier de la soirée qui concerne le dossier des marches en RDC. L'actualité de cette semaine, vous le savez, est restée marquée par la marche pacifique organisée par les plateformes de l'opposition en RDC. C'est notamment la dynamique de l'opposition, le Front citoyen et une frange de la société civile qui se sont mobilisés hier jeudi 26 mai 2016 à travers le pays. Le condensé nous est présenté ici par Paul Matendo. Commençons par Bukavu dans la province du Sud Kivu où la marche a eu lieu et a drainé une grande foule. Tout s'est déroulé dans le calme soleil vigilant de la police. À Kalimi et à Moba dans les Tanganikan, les organisateurs évoquent la forte présence de la police pour justifier la non-tenue de leur manifestation. Ici, plusieurs sources font état d'au moins 5 arrestations dans les rangs des manifestants. À Kisangani, la marche a été dispersée par la police. Entre-temps, les activités commerciales sont restées paralysées au centre-ville. Dans la même région, même situation à Bunia. Au centre du pays, cette fois-ci, à Kananga, la marche a été étouffée et quelques militants arrêtés puis relâchés par la suite. Cependant, en Bujmaï, la situation est restée plutôt normale ce jeudi dans la ville. Outre l'interdiction de ces manifestations par l'autorité urbaine, les organisateurs de la marche eux-mêmes étaient divisés sur la question. Et à l'ouest de la RDC, d'abord en Bandaken, la marche a été réprimée par la police. Même situation dans la province du Kivu. Dans l'entretemps au Congo central, dans la ville de Matadi, aucune manifestation publique n'a été observée. Merci beaucoup Paul Matendo. Et si vous venez de nous prendre en cours, sachez que Joël Kadedanga, éditeur de l'hebdomadaire Impact News paraissant à Kinshasa, José Bout, journaliste indépendant, et Solange Louchi-Kunsimir, éditrice du journal Le Souverain paraissant à Bukavu, sont les invités de la tribune de presse de ce vendredi 27 mai 2016. Parlons d'abord de l'objectif de cette marche. Joël Kadi, quelle analyse vous faites de toutes ces marches à travers la RDC? Je constate d'abord la première chose, c'est que avant la marche égale après la marche. Parce que la marche fait partie des actions amenées par la société civile, par un parti de l'opposition de la majorité, voulant faire passer un message ou voulant faire pression pour obtenir un objectif ou un but quelconque. Le but ici visé, c'est que l'on respecte la Constitution et que l'on ne permette pas la violation de cette Constitution en permettant un glissement des actuelles mandatures, qu'il s'agisse de celles du chef de l'État ou celles des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Mais on met plus l'accent sur le chef de l'État. Tout à fait. Mais vous allez constater que de l'autre côté, où le message devait être reçu, il y a un refus, il y a une radicalisation. Et deuxième observation, vous allez constater que chez nous, la classe politique est caractérisée par les mensonges et la profération des insanités. Vous verrez de part et d'autre que les gens se sont balancés dans les mensonges et ça commence un peu à devenir une qualité alors que c'est un défaut pour un politicien de mentir. J'ai entendu un politicien dire que Kinshasa a 14 millions d'habitants et que ce n'était que 3 000 qui sont
sont sortis. Non, comment peut-on atteindre un niveau de mensonge comme ça, même quand il faudrait habiller ce mensonge? Là, il y a une manière de le dire. J'ai également entendu de l'autre côté de l'opposition... Là, vous passez carrément à la majorité qui estime que cette marche a complètement échoué. Non, mais une marche qui a échoué au moment où la majorité présidentielle par le PPRD qui a engagé une sorte de blégodisation de la scène politique congolaise. Donc, cette marche ici où il y a un système au tché, ça fait peur aux gens qui s'étaient préparés pour venir marcher. Et en plus, ceux de l'opposition disent que le pouvoir a changé la veille, les itinéraires tels qu'arrêtés la veille, ça a déstabilisé les gens. Et non seulement ça, il y a eu les taxis-motos qui ont été pris en otage, plus de 5000 au stade des Martyrs pour qu'ils reçoivent les casques Merci Raïs. Donc, par rapport à tous ces éléments ici, la troisième observation, et je vais chuter par là, donc il n'y a pas, on ne reçoit pas les messages. La scène se passe un peu comme dans la cour du roi Pharaon, où Moïse dit « Je veux que vous libériez mon peuple » et Pharaon, au lieu de réagir en libérant ce peuple, il fabrique ses serpents. Donc, de part et d'autre, il y a un peu de scène pour ne pas percevoir le message. Or, la radicalisation dans le camp du pouvoir ou dans celui de l'opposition poussera à ce que nous allions vers un cul-de-sac. Et lequel cul-de-sac me ramène presque à la situation que nous avons vécue dans ce pays de 1990 à 1997, où quelqu'un sorti du néant est venu prendre le pouvoir face à un pouvoir incapable d'accepter les réclamations de l'opposition et avec une opposition aussi incapable, n'est-ce pas, de jouer comment conquérir ce pouvoir-là. Donc, c'est pratiquement vers un chaos, vers un cul-de-sac où cette classe politique est en train de nous mener. Voilà. Alors, José, quelle lecture vous faites de la démarche de l'opposition qui a appelé à cette marche? Ça fait partie, je dirais, des us et coutumes de la démocratie. Hein. On voit ce qui se passe actuellement en France, non? Vous voyez, par exemple, les gens qui protestent contre une loi en France, la loi El Khomri, là, sur la modification du Code du travail en France. Bon, je n'irai pas jusqu'à faire les parallélismes, mais je me dis, une marche, ça fait partie du fonctionnement normal d'une démocratie. Et c'est vrai moi je me félicite pour la RDC parce que on peut tout dire, mais ici en Afrique centrale, on fait partie des pays leaders en termes d'avancement pour ce qui est de la démocratie. Cette marche-là, et je trouve, la personne que je félicite, c'est plutôt le gouverneur de la ville, hein, pour avoir accepté que cette marche-là ait lieu. Parce que ils s'étaient braqués aussi, ils s'étaient braqués comme... ils s'étaient cabrés, ils s'étaient cabrés comme les fonds l'ont fait certains dans d'autres provinces, il y aurait eu peut-être des incidents plus graves que ceux qu'on a connus hier. Parce que le fait qu'on ait modifié l'itinéraire, je pense pas qu'il y aurait eu incident hier. Hein, la marche se serait terminée, normalement, elle se serait passée normalement. Mais alors je pense que oui, une petite question, mais comment vous expliquez alors que la même marche de la population et de l'opposition dans sa généralité a été autorisée seulement à Kinshasa et Bukavu, mais dans les autres villes, cette marche n'a pas été autorisée pendant que vous dites que la RDC fait partie des pays qui sont un peu pilotes en termes d'avancée? Bon, je dirais des gaffes, entre guillemets. C'est un problème d'un manque je sais pas, je dirais pas de savoir-faire de la part de certains de nos, c'est sur des autorités politico-administratives, hein. Vous savez, dans les provinces, ici à Kinshasa, peut-être parce que les gens, ils comprennent, mais ailleurs, ils se prennent, les gouverneurs et tout se prennent pour des petits rois là-bas, hein. Hein, ils se prennent comme des chefs d'État, ils se croient tout permis, hein, ils ont droit sur la vie et la mort des gens et tout. Donc c'est un peu ça le problème. Mais je pense, mon frère, au-delà de tous ces... Parce qu'il y a eu à Bukavu aussi ça a été autorisé et ça a bien marché. Hein, les choses se sont bien passées. En fait, qu'est-ce qui manque? Et puis ici au pays, non, il faut que ces gens-là comprennent aussi. Je ne sais pas si ces autorités comprennent qu'on est dans un régime où on informe seulement, où on ne demande pas l'autorisation. Et informer, c'est juste pour avoir les garde-fous en termes de sécurité et tout. C'est tout. D'accord. Mon frère. Okay. Et ces gens-là, comme ils ne comprennent pas, c'est peut-être, moi je me dis, aux responsables de l'AMP ou aux autorités, le ministre de l'Intérieur, qu'il explique à ces gouverneurs-là qu'ils ne doivent pas interdire ce genre de marche. Qu'ils laissent. Et on aurait, ça peut même se terminer au nom de Boudin. Bon, il y a même mon frère, il y a par exemple la polémique autour du chiffre, du nombre. On se serait peut-être limité à ce niveau-là de, oh non, il y a eu 2000, il y a eu 3000, il y a eu 200 000. Vous comprenez, on s'arrête à ce niveau-là. Mais les fonds, il n'y aurait pas eu de problème, genre tuer, des gens tués par exemple à Goma, comme j'ai entendu là, ou à Bounia, je ne sais pas là où on a tué les gens. Ouais, vous comprenez un peu les gens qui ont été tués de façon malencontreuse peut-être. Vous comprenez mon frère? Donc c'est peut-être le combat qui doit être le nôtre
même à ses dirigeants. Et parce que moi les gens de l'opposition, là, j'aime bien ce qu'ils font. Mais la plupart d'entre eux, c'est comme a dit quelqu'un, c'est pas parce que vous êtes de l'opposition que vous serez, si vous prenez le pouvoir, vous serez aussi un démocrate. Il y a plein de gens qui étaient dans l'opposition qui sont devenus aujourd'hui des grands dictateurs. Voilà. Alors, Solange, comment vous, au niveau de Bukavu, la marche a-t-elle été vécue? J'ai fait une émission sur Bukavu. Ce qui est de Bukavu, tout s'est bien passé. La marche a eu lieu, il n'y a pas eu vraiment d'incident. Mais on ne comprend pas pourquoi il y a eu ces 5 arrestations-là. Je peux peut-être me dire que peut-être la police avait arrêté des gens pour d'autres crimes, mais on les met tout simplement sur le compte de la marche. Mais concernant vraiment là qui a été organisé à Kinshasa et à Bukavu, je peux aussi mentionner qu'à certains niveaux, les autorités congolaises ont compris que à certains moments, il faut laisser l'opposition s'exprimer. Et ils ont donc autorisé cette marche-là. Et c'est une première en République démocratique du Congo parce que personne ne s'y attendait. Mais si les journalistes, il y a aussi lieu de se poser la question, est-ce que ce n'est pas parce que les puissances occidentales ont martelé que les dirigeants congolais ont voulu laissé l'opposition faire sa marche, de respecter tant soit peu les manifestations de l'opposition. Mais deux options se présentent directement devant moi ici. Je me dis, la première, est-ce que les autorités congolaises ne veulent pas se conformer à la volonté de la communauté internationale pour présenter un visage propre aujourd'hui? Ou bien est-ce que ce n'est pas que la société civile et l'opposition pourraient abuser de ces droits-là si jamais ce droit leur était accordé chaque fois qu'il y avait besoin de manifester et que directement ils se mettent dans la rue? Bon, concernant la première option, je me dis qu'il serait peut-être bien de rester dans la ligne de la Constitution, même si l'interprétation de certains articles de la Constitution pose beaucoup de problèmes. Notamment l'article 70. On voit des articles qui sont interprétés pour les intérêts des lignes des partis par la Cour constitutionnelle, le cas de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, je me dis que c'est une cour, tout le monde le sait, qui n'existe qu'actuellement pour cet effet-là. Et la cour qui n'existait, elle existe seulement aujourd'hui, donc il fallait prévenir certains problèmes comme la marche, comme d'autres manifestations. Et aujourd'hui, si nous pouvons regarder ce qui s'est passé à travers le pays, on peut, dans certains coins du pays, constater qu'il y a eu excès de zèle. Par exemple, pour la province de Tanganyika, j'ai suivi les gouverneurs là qui disaient que tous ces partis politiques là doivent d'abord se présenter chez lui avec des textes qui les autorisent à fonctionner. Je me demande si c'est le travail d'un gouverneur. Et ce n'est qu'un regret parce qu'on se dit, comme c'est un gouverneur, donc c'est une personnalité, mais est-ce que à partir du moment où on est une personnalité reconnue dans sa province et respectée, on doit vraiment hypothéquer sa personnalité à des choses qui ne doivent pas être prononcées devant un pays qui se veut démocratique. Et aussi, concernant ces marches-là qui ont été organisées par-ci par-là, je peux aussi féliciter l'opposition en disant qu'elle a atteint son but en organisant à Bukavu et à Kinshasa, même s'il y a eu des dérapages à Goma, où le gouverneur a refusé carrément qu'il y ait marche. Je trouve que c'est irresponsable de sa part et ça démontre qu'il n'y a pas d'harmonie dans la gouvernance du pays. Donc un gouverneur peut se permettre de refuser la marche alors que dans la province la marche est acceptée. On se dit que est-ce que la décision est venue du sommet ou ça dépend de l'humeur de chaque gouverneur de décider de ce qui peut se passer dans sa province. Alors une petite question Solange, est-ce que vous pensez que dans l'ensemble la mobilisation de l'opposition a vraiment atteint son objectif? À Bukavu, où j'ai de manière générale, oui, l'opposition a atteint son objectif parce que toute la matinée, les activités étaient paralysées.
les marchés n'ont pas ouvert, les boutiques, les magasins, même pas les banques, même les services de l'État ont ouvert timidement. Ce n'est que l'après-midi, lorsque tout le monde était déjà rentré de la marche, qu'on a vu des marchands en train d'étaler quelques articles et on a compris que c'était pour la bouffe le soir. On va aller maintenant sur une question des fonds. Qu'est-ce qui va changer finalement lorsque, par exemple, la population ou l'opposition qui a marché pour réclamer la sécurité au niveau de Béni et dénoncer l'arrêt de la Cour constitutionnelle, est-ce que cet objectif a été atteint? Solange, comment vous analysez cela? Bon, je ne dirais pas que l'objectif a été atteint. En termes de dénonciation, l'objectif a été atteint. Lorsqu'on dénonce, on attend maintenant que les dirigeants réagissent. Je ne vois pas nos dirigeants dans toutes leurs insensibilités manifestes actuellement. Je ne les vois pas réagir par rapport à cela. Parce que je me dis, si on doit quand même observer et suivre les propos des uns et des autres sur la chaîne publique, sur les médias, en rapport avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle, on se dit, bon, d'un côté, ils sont imbus d'eux-mêmes, et de l'autre côté, apparemment, c'est la négligence totale de délibératage de la population. Donc, moi, personnellement, je ne m'attends pas à beaucoup de choses, surtout que la marche n'a été organisée qu'à Kinshasa et à Bukavu. D'accord. Donc, alors, Joël Kadé, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, par rapport à l'objectif de la marche, elle est définie. La marche, c'est une action politique menée pour atteindre un objectif, pour faire passer un message. Le message, c'était la désacralisation pratiquement de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. En tout cas, par rapport à ça, le message est passé. Deuxièmement, faire comprendre au gouvernement qu'il a à prendre les mesures nécessaires pour stopper les massacres qui se déroulent à Béni. Donc le message est passé. Mais maintenant, les gens se sont exprimés, ils ont parlé, quitte au pouvoir aujourd'hui de canaliser toutes ces revendications. Mais par rapport à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, vous pensez vraiment que le gouvernement va faire quoi? Parce que tout le monde doit se soumettre à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, quoi. Oui, l'arrêt de la Cour constitutionnelle est irrévocable et voilà, il s'oppose à tous, c'est vrai. Mais là, dans cet arrêt ici, vous savez que l'arrêt n'a pas fixé la durée d'intérim du président qu'il doit assurer de son propre intérim. Parce que vous savez que l'article 70 ne peut s'interpréter qu'au regard de l'article 73 qui fixe que la CENI doit convoquer le corps électoral 90 jours avant l'expiration du mandat. Ce qui n'est pas fait et ce qui est peut-être en train d'être fait bientôt. Alors ce qu'on demande pour l'instant, c'est que la CENI accélère le processus. Parce que en cas même d'irrégularité, parce que nous l'avions dit ensemble avec Maître Séraphin Oumba, même en cas d'irrégularité où le président doit rester au pouvoir irrégulièrement, qu'est-ce qui se passe? L'article 76 fixe que celui qui peut faire l'intérim ne peut faire que 60 jours, tout au moins, et tout au plus 90 jours. En cas de force majeure, donc s'il doit y avoir le glissement, c'est à 120 jours qu'il doit organiser. Alors si le président seul doit organiser son propre intérim, il devra à cet effet-là ne pas aller au-delà de 4 jours. Mais maintenant... De 4 mois. De 4 mois, vous voulez dire. Donc, mais maintenant... ce qu'il faut souligner pour l'instant, c'est que le gouvernement puisse tenir compte du message qui lui a été transmis par la société civile et par l'opposition. Ce message, c'est celui qui concerne nos frères, nos sœurs qui sont tués dans une atrocité inhumaine. Mais face à ces gouvernements, Solange a dit d'une insensibilité, c'est comme si chez nous, Béry, comme vous êtes là, vous devenez ministre, vous devenez premier ministre comme Matata, il y a un procédé où on vous enlève le cœur de l'homme pour vous le remplacer par celui d'un démon ou le cœur de pierre. Parce qu'on ne peut pas comprendre les circonstances, les images circulent de la manière dont nos frères de Béni sont tués. Mais vous entendez le Premier ministre assis dans son salon en train de louer les prouesses macroéconomiques. Vous voyez le vice-premier ministre dans ce qu'ils font, le président de l'Assemblée nationale, donc personne ne s'occupe, personne ne peut demander qu'on arrête tout. Je crois même, à cet instant ici, l'État
major général de notre armée devrait être localisé maintenant, présentement là à Beni. Même l'état-major général de la police. La société civile à sa lettre ouverte. Oui, pour l'instant, que ce soit placé à Beni, parce que vous ne pouvez pas comprendre cette insensibilité qui s'apparente pratiquement à des monstres qui vous dirigeraient, qui ne peuvent pas sentir la douleur des gens qui sont en train d'être tués. Je l'ai dit au début de cette émission, on pouvait accepter, chers confrères, que ces gens-là soient tués à coups de balle, parce qu'au bout de 30 secondes, vous mourrez. Mais là, on vous décapite, et puis on continue à vous harceler les morceaux de baïonnettes, les morceaux de couteaux, les morceaux de haches. Donc, et les gens restent calmes. Et vous avez un premier ministre donc qui a pratiquement tout laissé à la nerf, donc là où il y a sa responsabilité, on cite un flic du chef de l'État, donc l'AG Kalev, qui n'est même pas responsable de toute l'action du gouvernement, parce que le chef de l'action du gouvernement du chef de l'État, du programme d'exécution du programme du chef de l'État, c'est le Premier ministre. Je crois qu'il y a lieu que le gouvernement sente la douleur que nous sentons tous au regard des images qui nous proviennent de Lubero, qui nous proviennent de Beni. Merci beaucoup. Alors, José Boto, est-ce que vous attendez à quelque chose après la marche que l'opposition a organisée? Non, rien du tout, mon frère. Je m'attends à rien du tout. Je m'attends à rien du tout. C'est comme a dit Joël Cadet. Donc, avant l'indépendance égale après l'indépendance. Donc, avant la marche égale après la marche, okay. Vous l'avez dit, les généraux anciens sont son temps. Donc, vous savez, c'est une action politique. Parce que, pour que il y ait quelque chose, il y ait un changement, il fallait d'abord qu'il y ait même une réaction de réceptivité de la part des gouvernants ou de la majorité. Mais vous voyez, la majorité, pour elle, c'est un non-événement, c'est quelque chose à mettre dans la poubelle, c'est d'abord illégal, etc., etc. Alors, comment voulez-vous que ce qui ressort d'une action qu'on considère d'abord comme un hors-jeu, si on jouait au foot par exemple, comment voulez-vous qu'ils puissent considérer ça ou prendre en compte tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait par rapport à cette manifestation, à ces manifestations-là? C'est ça la crainte, quoi. Alors que nous, on devait être, et c'est là que je rejoins un peu mon frère, qui vient de parler tout à l'heure, Joël Cadet, pour dire que il faut qu'il y ait, ne plus que la critique, c'est quelque chose, c'est ce qu'on nous a appris quand on était enfant. On vous critique, écoutez jusqu'à la fin et digérez. Prenez ce qui est bon, prenez-le, et ce qui n'est pas bon, laissez-le, mais ne les manifestez pas devant l'autre directement. C'est la moindre des choses. On voit ce qui se passe dans une vieille démocratie là-bas. Les gens ils peuvent manifester, ils sont contre quelque chose, mais bon. On accepte ne fût-ce que ça, le fait qu'ils acceptent, qu'ils manifestent. Ok, c'est bon, c'est leur droit, ça fait partie de leur droit, mais pour le reste, c'est discutable. C'est ce que devait être l'action, le comportement de la majorité, mais c'est pas le cas. La majorité registre tout, c'est illégal, c'est mauvais, c'est pas bon. D'ailleurs, tout ce qu'ils racontent là, il n'y a rien de sérieux, etc., etc. En fait, c'est ça les dangers avec la démocratie qu'on veut construire, quoi. D'accord, merci beaucoup. Et nous entrons dans le deuxième thème de notre soirée qui concerne la relance du processus électoral. Le président de la CENI a annoncé lundi dernier le début de la révision du fichier électoral pour la fin du mois de juillet prochain. C'était au cours d'une rencontre avec les présidents des deux chambres du Parlement. Selon Corneille Nangaa, le lancement de cette opération est conditionné à l'adoption par le Parlement de la loi sur l'enrôlement des électeurs. Le patron de la centrale électorale affirme au sujet du calendrier électoral n'attendre que l'option consensuelle qui sera levée par la classe politique congolaise. Corneille Nangaa est au micro de Michel Kifinangoy. Les avancées sont qu'aujourd'hui, on a un fournisseur qui va fournir le matériel d'enrôlement. En plus de ça, fort du financement que nous avons déjà du gouvernement, on a commencé l'identification et le recrutement des agents recenseurs. Le recensement ou l'enrôlement lui-même va commencer fin juillet, effectivement, et la province de Nord-Ubangi a été choisie comme province pilote. C'est l'occasion pour mobiliser les uns les autres pour que nous avancions dans ce sens qu'on arrive à avoir les fichiers qui nous permettront d'aller aux élections. La publication du calendrier, comme nous l'avons dit, était tributaire aujourd'hui de 3 facteurs. Et nous l'avons dit avec les partenaires. La publication du calendrier dépend des indications claires sur l'appui logistique. Et aujourd'hui, c'est l'une des avancées. La MONUSCO, à travers le représentant résident du PNUD, a plus ou moins indiqué clairement que nous ne devrions plus nous soucier sur ces questions. L'autre facteur, c'est les indications claires sur le financement, aussi bien du gouvernement que des partenaires. Et on est en train de voir les éléments techniques qui nous permettent de dire qu'on a élagué cette question. Mais le troisième facteur, et je pense que c'est le plus compliqué, nous espérons que nous aurons une solution dans les jours qui viennent là-dessus, c'est que le calendrier, nous devrions le publier en tenant compte d'un consensus ou des options politiques claires qui doivent être élevées. C'est
encore l'occasion pour nous. Nous appelons aux uns et aux autres de voir dans quelle mesure ces options politiques doivent être révélées le plus possible et nous allons publier les calendriers. Joël Cadet, comment vous réagissez très rapidement à cette annonce de la CENI? Je ne peux qu'acclamer dans la mesure où l'arrêt de la Cour constitutionnelle ne dit rien après le 19 décembre 2016 et cet arrêt de la Cour n'invite la CENI qu'à organiser les élections dans le délai. Et si la CENI peut aller au-delà, on devra circonscrire l'au-delà en fonction de l'article 76 de la Constitution, de telle sorte que l'intérim ne puisse pas aller au-delà des temps prescrits. Parce qu'il faut savoir que dans l'élaboration de l'actuelle Constitution, le législateur s'est battu pour qu'il n'y ait pas de crise de légitimité. Parce que c'est la crise de légitimité qui a été à la base de toutes les guerres récurrentes que nous avons connues dans ce pays. Et vous pensez que c'est la relance quand même du processus électoral qui est maintenant à l'ordre du jour? Donc nous sommes obligés d'y aller parce que, chers confrères, vous savez, nous avons les buveurs du sang qui sont éparpillés sur notre étendue de la République. Il faut éviter de leur donner des raisons de légitimer le recours à la violence. Parce que toutes ces personnes-là ne peuvent pas s'attaquer au régime en place parce qu'il a reçu le mandat du peuple. Il doit terminer ce mandat 2 fois. Il l'a eu et c'est une seule fois renouvelable. Et parce que c'est une seule fois renouvelable, c'est une raison définitive qui ne peut pas permettre au chef d'aller au-delà. Je crois que Nanga a tout intérêt, et au regard également de l'article 69, le chef de l'État a tout intérêt de bousculer les institutions de la République, les services publics, de telle sorte qu'on aboutisse aux élections dans le délai. Si on peut aller au-delà, alors c'est pas plus de 4 mois. D'accord, je vous redonne la parole pour la conclusion. Alors José Bohoto, est-ce que le président de la CENI affirme que le lancement de cette opération est conditionné par l'adoption par le Parlement de la loi sur l'enrôlement des électeurs? Qu'en pensez-vous? Oui, Corneille Nangaa, lui, il est dans la légalité entre guillemets. Hein. Il est dans la légalité. Et ce que je constate seulement, c'est que la CENI prend tout son temps, quoi. C'est comme si elle avait l'éternité devant elle, hein, en fait. Et là, je ne vois pas, sérieusement, je ne vois pas la RDC organiser les élections dans les délais constitutionnels, non. Et même, comme le dit mon frère Cadet, Cadet Danga, c'est bien, mais bon, ce sera impossible. Même dans les 4 mois qui suivront, là, ce sera impossible. Et Corneille Nangaa lui-même l'a dit, tout le processus prendra à peu près 16 mois. Alors quand vous comptez, l'enrôlement peut commencer au mois de juillet, comme il a dit là. Et vous comptez 16 mois, ça va nous amener jusqu'à quand? En fait, c'est à ça qu'on doit s'attendre maintenant en RDC. Et alors, il appartient aux politiques congolais de voir comment organiser, comment envisager l'après 19 décembre. Parce que je ne vois vraiment pas concrètement les élections s'organiser avant le 19 décembre ou à la limite dans les 4 mois qui suivent, si on suivait même la logique de la Constitution, quoi. Voilà. Alors, Solange, est-ce que vous partagez la même crainte que José et même Joël ici en rapport avec la présidentielle de décembre 2016? Bon, moi je pense qu'avec cette présidentielle-là, il faudrait peut-être analyser le travail actuellement qui est fait par la CNI. Avant-hier, ici à Bukavu, il y a eu une grande réunion qui a été organisée par le vice-président de la CNI. Il est arrivé avec une délégation de 4 personnes et il a réuni plus de 500 personnes dans la salle Matevde ici à Bukavu pour expliquer au public le pourquoi du calendrier électoral qui n'est pas sorti jusque-là. Et pour lui, il faut donc un consensus car tous les calendriers précédents ont été rejetés. Il faut un calendrier global incluant toutes les élections, mais on se demande par quelles élections commencer. Et du coup, on a compris que les participants comprennent que ceux qui sont dans les institutions aujourd'hui sont ceux-là même qui bloquent le processus électoral. Les sénateurs pensent qu'on devrait commencer par la présidentielle. Les députés nationaux sont unanimes, majorité et opposition confondues, qui n'ont pas intérêt à voter une loi qui les mettra en dehors de l'hémicycle. Les provinciaux demandent que l'on active d'abord les arriérés électoraux, c'est-à-dire les locales, les communales, les municipales. Et ce sont
ceux qui sont aux commandes qui bloquent ce processus et l'opposition extra-parlementaire aussi qui boude tout. Je vois qu'il est ainsi question de regarder le temps qui ne cesse de s'écouler aux agissements des uns et des autres. Pour revenir au propos du président Nanga et même du vice-président de la CENI ici à Bukavu, c'est le fichier électoral qui met tout le monde d'accord. Cette idée a semblé réunir l'opinion du Sud Kivu. Cependant, le délai de 16 mois avancé par la CENI est vraiment très loin de faire l'unanimité. À Bukavu, il y a un grand nombre d'électeurs qui appuient l'enrôlement des nouveaux majeurs. Parce que vous savez, nous avons beaucoup de pays voisins ici, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie. Et pour y aller, il faut avoir au moins une carte d'électeur qui vous permet de quitter votre pays et de montrer que vous êtes enregistré et connu dans votre pays. Moi, je pense qu'il faut, pour moi, il faut aborder cette question dans une tripartite et que les élections dans une certaine globalité se déroulent avant la fin du mandat de l'actuel chef de l'État, c'est-à-dire avant cette date-là. Il se pose quand même un problème, parce que tous les intervenants sont unanimes aujourd'hui sur le rôle de la CENI et l'État est parti. S'il était capitalisé à l'heure qu'il est, les élections seraient encore possibles, et cela à tous les niveaux. Toutes les 11 élections prévues dans le calendrier électoral sont encore possibles. Pour certains analystes provinciaux ici à Bukavu, je parle du Sud Kivu, si seulement Joseph Kabila a déclaré qu'il ne se présentera pas pour un troisième mandat et qu'il a appelé la communauté internationale à aider le Congo pour organiser les élections, il est vrai que les partenaires du Congo peuvent se mettre en branle et réussir ce pari. Pour eux, les mêmes partenaires ont disponibilisé plus de 109 avions, n'oublions pas. Ils avaient disponibilisé plus de 109 avions et bien d'autres moyens de transport. Ces partenaires sont toujours là et ils sont prêts à aider la République. Merci beaucoup. Ce qui s'est passé hier 26 mai, et ce qui se dit aujourd'hui partout, il y a lieu de craindre les pires cette année. Mais comme on peut encore sauver les meubles en organisant les élections globales dans cette mandature quinquennale en cours, on ne voit pas pourquoi ceux qui tiennent la règne de la politique nationale craignent à les faire. Le bon sens et l'amour du Grand Congo, je l'espère, devaient prendre le dessus sur la boulimie et la ventrocratie qui caractérise aujourd'hui bon nombre de nos dirigeants. Merci beaucoup. Ça sera aussi votre conclusion. Très rapidement, Joël Kadi, est-ce que le dialogue a finalement tout son sens? Très rapidement, parce qu'on arrive déjà à la fin de notre émission. Je vous l'avais dit au départ, ce qu'avait recommandé l'honorable Nazem Nazembe, aujourd'hui nommé ministre dans le gouvernement provincial du Katanga. Il avait demandé que l'on puisse se mettre autour d'une table avec un gouvernement issu pratiquement ou dont la plupart des gens sont des anciens belligérants. On ne peut pas aller avec eux par le bras de fer. Que l'opposition accepte d'aller autour de la table le plus vite que possible pour chercher des voies et moyens. Comment est-ce qu'on peut opérer la transition pacifique de telle sorte que le chef de l'État cède le pouvoir d'une manière civilisée, tel que l'avait recommandé, tel que l'avait promis le ministre Mende. D'accord. Merci beaucoup. José Boroto, votre conclusion, est-ce que finalement le dialogue a tout son sens vu le contexte dans lequel on relance le calendrier électoral, le processus électoral? Oui, le dialogue a tout son sens, mon frère. Sinon, on va droit au mur. D'accord. Parce que là, on est sûr que si on ne dialogue pas, bon, je ne sais pas à quel format de dialogue on va faire. Même il y a les tenants et les autres qui refusent le dialogue, mais qui cherchent un format qui peut faire consensus, et comme ça, ils discutent de ce que sera l'après 19 décembre. Merci beaucoup. Et ce sera la fin de la tribune de presse de ce vendredi 27 mai 2016, coordonnée par Alain Irung et présentée par Abiri Fonkenlouchaka sous la supervision de Martin Seboujangwe. Alain Goyi et Jean-Claude Doncial a été à la prise de son. Fidèles auditeurs, merci de nous avoir suivis et surtout excellentes conditions d'écoute des programmes de Radio Okapi.